Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Imbert, architecte français implanté à Washington, D.C. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous offrons un podcast réalisé en duplex entre Paris au Studio Remix et l'agence Plan H de Jean-Michel Imbert à Washington. Merci Julien pour ton travail de réalisation pour ces entretiens outre-frontières. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Je répète, vous êtes architecte fondateur à la tête de l'agence Plan H. Si vos premières armes sont françaises, avec entre autres une collaboration avec l'agence Valais de Martinis, que nous avons interviewé dans le Comme d'Archi saison 2 #60 et mis en lumière en anglais dans le #61. Vous êtes vous-même implanté depuis 6 ans aux États-Unis. Vous êtes un très fidèle auditeur de Comme d'Archi. Vous m'avez dit que cela vous fait du bien d'entendre les copains, les confrères depuis Washington, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Un jour, nous avons entamé une conversation et nous avons décidé de partager ce moment en duplex parce que vous le valez bien, disait la pub. Et en dehors de vos projets que nous aborderons avec grand intérêt, j'ai trouvé captivant votre parcours courageux jusqu'ici. Alors justement, commençons par le début. Quel est-il ce parcours ? Quelle fut votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Juste avant de commencer pour tout ça, je veux vous remercier pour la présentation et souligner le courage. C'est une notion sur laquelle je reviendrai plus tard. Pour ce qui est de là où tout a commencé, c'est assez amusant d'y repenser aujourd'hui parce que rien ne me prédestinait à faire de l'architecture du tout. J'avais aucune notion de ce qu'était l'architecture ou même une culture artistique développée. Au lycée, on m'a fait faire le bac S avec la spécialité maths, donc très pragmatique. Et c'est lors d'un test de personnalité que le métier d'architecte est apparu en fait. J'ai rempli le test assez simplement et puis est apparu ce job-là. Et donc je regarde un petit peu ce qu'il en dit. On parle d'indépendance, on parle de créativité, on parle de possibilité de se mettre à son compte. Et on parle d'un salaire d'entrée qui était plutôt intéressant à l'époque. Donc je me dis, bon, bah, on va essayer ça. Je rentre à l'école d'architecture de Nancy, sur dossier, pas de concours à l'époque. Et la première année se passe, et c'est un choc. J'en ai des frissons d'en parler encore. C'est une énorme gifle de ce qu'est l'architecture et de ce qu'est ce métier. Tous les préjugés, a priori, idées que j'avais de ce qu'était ce métier ont été balayés et j'ai été complètement sur les fesses, pour être poli, de la description de ce métier-là. Nous avoir montré que tout était questionnable, que on avait beaucoup de réflexes, qu'on avait été un petit peu formaté par la vie et que tout devait être repensé et que l'architecte pouvait prendre ce rôle-là et partager ça avec les clients. C'était quelque chose de fantastique. Et donc, après la première année, je me suis dit, mais je veux faire ça. Il n'y a aucune autre possibilité pour moi, aucun autre métier n'est possible, je veux faire cette chose-là. Et j'ai suivi, j'ai étudié tout le long, on a été jusqu'au diplôme à Nancy. Et ça a été super, on a multiplié les voyages avec l'école, hors de l'école, les différents cursus nous amènent un petit peu à
à construire cette culture architecturale, mais pas uniquement. L'approche sur l'art, etc., était super. Il y a eu des rencontres avec certains professeurs ou certains ateliers de projet. Donc, comme certains confrères que j'ai entendus chez vous, Uno a fait partie du cursus, Ouais, la médiathèque 3030. ouais. On est passé par là, le cabanon de Corbu, toutes ces choses-là. On est passé par ça avec Laurent Baudouin. C'était vraiment bien. Puis je m'en suis un peu détaché avec le temps, on va dire. Et alors, on vous parlait pas de contraintes? On nous parlait de contraintes, mais avec le recul et les années à pratiquer, le mot contrainte résonne d'une certaine façon pour moi. Et les contraintes qu'on nous donnait à l'époque n'ont rien à voir avec les contraintes avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc j'ai presque envie de dire non, mais on en avait évidemment. On avait une petite série de programmes et puis on devait satisfaire un professeur qui était également architecte. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et alors, Ouais. là, vous sortez de l'école. Comment se passe le début? Vous êtes toujours en France? Je suis toujours en France, mais avant même de sortir de l'école, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est Mhm. le stage en entreprise que l'école d'architecture de Nancy a mis en place en première année. Je ne sais pas si, il me semble, pour en avoir parlé à d'autres confrères qui ont fait d'autres écoles, ce n'était pas du tout un sujet. Et en fait, moi, cette expérience-là était super parce que je suis allé travailler avec les métalliers lorrains, donc des gens qui font de l'ouvrage d'art, Compagnons de France, etc. Et j'ai eu la chance d'être stagiaire au moment où ils ont dû démonter pour restaurer le petit atelier suspendu de Jean Prouvé à côté de sa maison. Et Mhm. donc, un grand saut dans ce que veut dire l'architecture et ce qu'est la construction. Le fait que l'architecture est construite par l'homme avec sa main, avec la complexité que ça peut avoir. Réaliser, j'ai des souvenirs assez émus de devoir porter un garde-corps fait d'acier j'avais 19 ans, avec des vieux, beaucoup plus âgés que moi, ouvriers et qui étaient beaucoup plus forts que moi et me rendre compte que, oh dis donc, quand on dessine ce garde-corps en tant qu'architecte, on ne réalise pas l'effort de la mise en œuvre, tout simplement. Et c'est quelque chose qui va me poursuivre au fil du temps. Mhm. Donc, vous commencez votre activité d'architecte de quelle manière? Je commence. J'ai pas de grand maître, je commence pas dans une grande agence, je vais pas très loin, je reste à Nancy. Je commence dans une petite agence de 4 personnes, 3 architectes, et ils s'occupent principalement de faire de la commande privée. Mais une nouvelle fois, je me retrouve confronté au monument historique. Un des premiers projets sur lesquels je travaille avec eux, c'est une maison de maître à Charles III avec des vitraux. C'est la maison Godin. Et Ah en oui. fait, il y a un promoteur, c'est un mot que vous allez souvent m'entendre prononcer malheureusement, un promoteur fait l'acquisition de cette maison et c'était une maison privée avec une dépendance à l'arrière, quelque chose d'assez inattendu au cœur de la ville nouvelle de Nancy, a acquis ce bâtiment et décide de le rediviser en appartements. Donc on travaille sur ça avec une sensibilité, avec évidemment il y avait 3 pièces classées, la façade sur rue était classée et l'atelier à l'arrière était aussi était pas classé mais on devait y porter une grande attention. Donc pour une première expérience de chantier, parce que après le développement les dessins pour ce projet-là vont assez vite, mais c'est le chantier qui aussi devient quelque chose qui après le stage, après tout ça, devient quelque chose de fascinant. La vue de la mise en place de ce qui était imaginé, de ce que un architecte peut concevoir, le voir réaliser, c'est quelque chose de fabuleux. Et ça a été la première expérience où je me suis dit, ça va, je me suis pas trompé. Bon. Et le promoteur dans tout ça? Bon, le promoteur, vous savez, il a vendu ses appartements, on a inauguré, des gens sont rentrés, et puis on n'en a plus jamais entendu. Enfin, ils ont eu d'autres projets avec eux, sur lesquels moi j'ai travaillé aussi, avant de décider de partir. Et une première fois de me relocaliser cette fois-ci à Paris. Mais la relation avec le studio d'architecture et le promoteur a continué sur d'autres projets, mais sans moi cette fois-ci. Alors après? Parce qu'il faut qu'on arrive à Washington, hein? Oui, oui, ça arrive, je vous promets, ça arrive très vite. Donc, cette expérience de chantier-là me permet de me faire embaucher par Vallée de Marsigny, ou Toury Vallée à l'époque. Et
ils sont en train de terminer la réalisation des logements à Reims qu'ils ont remportés avec Europan. Ils ont d'autres projets en cours, ils sont en train de finir une école, et donc moi j'arrive pour poursuivre la construction des logements pour I3F au Pré-Saint-Gervais. Donc je crois que le sous-sol venait d'être fait, et j'étais chargé de suivre ça avec eux, et ça a été... il n'y a plus de monument historique, donc c'est un autre apprentissage, une autre expérience, travailler avec le béton, le neuf, un nouveau jeu de règles à respecter, des nouvelles choses auxquelles il faut prêter attention, une autre taille d'entreprise, une autre taille de projet. Enfin, c'était un peu une montée en puissance, si on peut considérer ça, dans le fait d'être architecte, et c'était super. C'était super, j'ai appris beaucoup. Et Il paraît qu'on apprend sur le chantier. Ouais, je pense que j'entends certains confrères qui ne suivent pas le chantier, j'ai du mal à l'imaginer. Je pense que le projet se fait du premier coup de crayon sur un papier calque jusqu'à la livraison. On doit faire des choix. Les architectes, en allant à l'école, apprennent à avoir je dirais pas des convictions, mais j'ai oublié ce mot. J'ai le mot conviction qui revient. Et ça va me revenir. Mais du coup, effectivement, on croit en certaines choses. On développe un sens des valeurs. L'école nous a appris à hiérarchiser, très simplement. Et en fait, cette hiérarchie se fait pendant la conception du projet sur le papier ou sur l'ordinateur, mais elle se fait aussi pendant le chantier. Il faut faire des choix. Et c'est un processus qui est compliqué parce que tous nos choix sont discutés. On a développé un esprit critique en tant qu'architecte, et on a une certaine approche des choses, une vision des choses, des valeurs qu'on défend, et elles ne sont pas toujours partagées avec nos interlocuteurs. Donc, Ricciotti disait que l'architecture est un sport de combat. La conception et le chantier sont deux terrains où on discute beaucoup pour rester positif. Ouais. Puis je pense que lors du chantier, le dessin est matérialisé, prend vraiment sa dimension. Pour le coup, ça doit certainement apprendre aussi à voir dans l'espace de manière plus concrète et de se confronter à toutes les problématiques de construction, pour le coup. Enfin, c'est une banalité ce que je viens de dire, mais... Bon, alors, ensuite... Ensuite, tout se passe très bien à l'agence Toury Valley, et on profite du partage des locaux parce que on est dans un petit local rue Lausanne. Ceux qui ont travaillé s'en souviendront. Et c'est super parce qu'on partage les locaux avec d'autres agences qui ont leurs leaders ont à peu près le même âge que moi, ou au plus une dizaine d'années de plus que moi. Donc je vois des gens comme Nicolas Raymond créer leur agence, travailler dans leur agence, développer des projets, développer des concours. Donc en plus de continuer à apprendre au contact de Guillaume de Martinis à Toury-Vallée, je pense qu'il faut être un peu des éponges. Donc j'assimile ce que j'entends des confrères. Il y a aussi l'architecture et Raphaël Guébrion qui sont dans le quartier. Donc on prend des déjeuners ensemble, on se voit un petit peu en dehors, et c'est aussi super, et c'est aussi des gens qui, de façon indirecte, je suis même pas sûr qu'ils soient réellement conscients de ça, on n'en a jamais parlé, mais leur partage d'expérience, les avoir côtoyés pendant 3 ans où je suis resté avec Toury Valley ou Vallée de Martinis, m'ont beaucoup appris, et m'ont remis un peu dans, entre guillemets, le chemin de l'architecture, parce que l'expérience avec uniquement les privés, on oublie un petit peu ce que peut être l'architecture et l'idée de l'intérêt général, parce que nos interlocuteurs sont pas en recherche de ça, et prennent soin quasiment de ne pas le considérer. Donc ils font beaucoup de commandes publiques, beaucoup de concours, et c'est quelque chose auquel j'avais pas été confronté dans mes précédentes expériences, et de les avoir eux, et en plus de les avoir autour de moi de façon très concentrée, ça m'a beaucoup remotivé pour retourner vers cette pratique-là de l'architecture. Mais alors, pourquoi vous êtes parti ? Je suis parti parce que l'agence Toury Valley est devenue l'agence Vallée de Martinis, et que il a fallu que je fasse un choix. Mon poste était un peu discuté parce que j'avais des projets qui partaient dans les deux entités. Et en plus de ça, simultanément, une amie de collège me contacte. Elle était toujours à Nancy, et donc moi je suis à Paris. Elle me contacte en me demandant est-ce que tu pourrais me conseiller un architecte. Mon mari et moi, on veut
concevoir et faire construire notre maison. On a acheté un terrain. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Et j'y ai réfléchi pendant une petite semaine en me disant, je peux conseiller des confrères, mais des gens qui vous appellent et vous font ce genre de demande, ça court pas les rues. Et donc, avant même Covid et travailler de façon distancielle, j'ai dit, bah, pourquoi chercher quelqu'un? Je suis là. Je vais fonder mon agence et je vais continuer à travailler avec Valet de Martinis et je vais m'occuper de votre maison. Donc, ça a été le premier projet un peu déclencheur en 2012 pour lequel j'ai fondé Plan H. Ok. Cette maison, elle était en France? Oui, 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 elle Ouais. était toujours en France. Alors, Et le on y arrive. suspense. On y arrive enfin. Donc, je suis à Paris, j'ai cette petite maison qui se fait, et puis bah, il faut d'autres projets. Donc, on se lance dans les procédures adaptées, dans les candidatures, on essaye de mettre un pied un peu dans la machine, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les références, parce qu'une référence ne suffit pas, et puis très honnêtement, Paris est concentration d'architectes, il y en a un à tous les coins de rue quasiment. Sur les 30 000 en France, je crois que 10 ou 12 000 sont là-bas, donc il y a quasiment 50%. Donc ça a été compliqué, j'ai pas eu la patience d'insister. Et après un voyage à New York où quand j'ai rencontré des gens sur place et que je leur ai dit ce que je faisais, ils étaient tous très très enthousiastes et très curieux. Je montrais un peu ce que je faisais, les photos, etc. Ils me disaient, mais c'est super, on trouve pas ça ici. Donc j'ai imaginé qu'il y avait peut-être une autre façon, un autre endroit pour moi d'exister un peu plus simplement et de sortir un peu plus facilement du lot et d'être plus pertinent pour des clients d'être à l'étranger. Donc l'idée était de fonder l'agence, de transférer l'agence de Paris à New York sans aucune prétention, mais juste un fort désir de changement. Et ça se fait pas aussi facilement. La culture américaine, la culture de construire, est très similaire mais très différente à la fois. Tout le monde, avec beaucoup d'humour, me dit non mais moi, l'Europe, tout ce qui est l'administration, j'aime pas ça, c'est compliqué. Je peux le dire à tout le monde, c'est la même chose ici. C'est exactement. L'administration est aussi difficile, très hermétique, très scolaire, c'est la même chose. Ouais. Et donc, je décide de partir à New York. Je postule à de nombreuses agences. Mon CV n'est pas vraiment retenu. Et il y a une agence basée à Washington, mais aussi à New York, qui me dit, bah, nous, on est prêt. On veut bien te prendre. Et moi, je prends ça comme un nouvel apprentissage. Ouais. Je- J'accepte de mettre un peu en sommeil le studio et je me dis, bah, je vais aller apprendre. C'est une position un peu étrange, mais on se dit, on va mettre de côté tout ce que j'ai développé avec Plan H et puis on va réapprendre. Donc pendant un an et demi, j'ai été Très euh, assidu, oui, 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 j'ai très beaucoup écouté. concentré. Exactement. Mais Euh, c'est un mouvement un peu normal. Moi, enfin, autour de moi, dans mon entourage proche, il y a des gens qui ont fait ce parcours et j'ai l'impression qu'on est toujours obligé d'un peu régresser, entre guillemets, pour mieux décoller après. Et ouais. c'est de l'adaptation. Oui, il faut réapprendre. Faut réapprendre. Et puis il y a Mm. un côté où la volonté aussi d'être indépendant, c'était d'enfin pouvoir pousser au maximum mes idées et ma vision de ce que pouvait être un projet. Et là, il a fallu un peu renoncer à ça. Hein, parce que Oui. il y a toujours, quand on est salarié, on se retrouve architecte qui travaille pour un autre architecte qui travaille pour un client. Donc il y a cette petite étape entre les deux qui fait que parfois on a des idées et puis la personne en charge va dire bah écoutez non ça je veux pas le montrer au client. Donc il a fallu un peu revenir sur ça. C'était un peu compliqué. L'ego en prend un coup, mais Oui, il faut rétro-pédaler en se c'est disant, bon, ça. allez, il faut une école de patience. Exactement. Et donc, vous restez combien de temps dans cette agence? Je reste un an et demi avec eux. C'est une micro-agence, c'est deux personnes et c'était moi et une autre personne. On était dans un premier étage
C'est un premier étage dans une allée à Washington. C'était vraiment, c'est de l'artisanat, c'est de la petite boutique, quoi. Mm. Et Vous puis, faisiez quel type de projet? c'était beaucoup de clients, Ah de oui, des maisons maisons. individuelles, Mm. ouais. Euh, Du Wesh. pavillonnaire, de l'étalement urbain. Non, 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 Non? non, pas, non, non, pas ça. Dieu merci, pas ça. Non, j'aurais pas accepté le poste dans ce cas-là. D'accord. Non, non, mais c'était plus. Washington est très dense, c'est déjà très construit. Enfin, c'est très dense. Comparé à Paris, c'est rien du tout, mais c'est déjà très construit. Il y a très peu de parcelles disponibles. Donc, c'est beaucoup de réhabilitation, extension. On rajoute un D'accord. étage, Mm. on fait de la petite suture comme ça. Et bon, moi, ça m'allait plutôt pas mal parce qu'au final, avoir travaillé sur des monuments historiques et tout ça, c'était Cohérent. arrivé ici. Ouais, c'était Mm. assez facile de venir. De proposer ma vision, ça marchait bien, quoi. Mhm. Et puis bon, l'échelle des projets ne changeait pas beaucoup et j'avais toujours en tête ceux qui m'avaient poussé à fonder l'agence et à me déplacer, c'est-à-dire d'avoir ma propre structure. Donc j'ai dit, maintenant que j'ai conscience du paysage architectural dans tout ce que ça englobe, les contraintes, etc., on va essayer de changer un peu l'échelle. Et donc j'ai changé d'agence. J'ai travaillé avec Studio MB à Washington. Et là, les échelles ont changé, ma position a changé. Et puis, j'ai pu prendre le temps de passer les examens pour être architecte licencié, l'équivalent de l'inscription à l'ordre en France, à Washington. Mhm. Et donc ça a mis combien de temps de Euh, votre arrivée à votre licence? euh, 4 ans et demi. Ouais. 4 ans et demi parce que les tests sont compliqués. C'est 6 tests de 3 heures chacun. Vous êtes 3 heures à 3 heures et demie devant un ordinateur à répondre à des questions à choix multiples sur des questions de structure, des questions d'implantation sur le site, des questions je vais dire building code. Je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est, la construction aux US est réglée par ce fameux building code. C'est le bottin des règles. Mhm. Il y en a énormément et C'est un donc peu le Neufert américain? Non. oui, Si? euh, que- en quelque Pas vraiment. sorte. Ouais. J'ai souvenir dans première année d'archi, ils nous avaient fait acheter le guide du constructeur, Mm. où tout est décrit, la taille des choses, et les assemblages pour faire les murs un peu basiques. Bah, le code de construction, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus développé, beaucoup plus technique, avec beaucoup d'exceptions. Ah, quand même. Et oui, oui. Et l'art du bon architecte aux US, c'est de connaître ces exceptions-là pour essayer de simplifier la construction. Bon. Et alors, après, vous vous mettez à votre compte? Exactement. Une fois j'ai finalement passé ces examens-là, plus rien ne m'empêche de me lancer à mon compte. Donc, je réactive Plan H il y a 2 ans. J'essaie de me mettre en relation avec la communauté française à Washington pour leur dire, regardez, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, Mhm. construire aux États-Unis avec un architecte qui connaît les us et coutumes, mais en même temps peut vous proposer une approche plus européenne comparée à mes confrères locaux. Ouais. Alors, j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur les ondes que les Américains, ils en ont rien à foutre des Français. Et avec, avec la crise des sous-marins, ça a commencé à parler, à parler. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que le charme opère encore un peu? Bon, le charme, au moins, a opéré une fois pour moi parce que je suis marié à une américaine. Bon, c'est déjà ça. Donc, donc je sais que j'ai réussi à conquérir une personne. Mais au-delà de ça, il y a une relation, il y a une relation très particulière entre la France et les États-Unis. Ça va aller un peu en dehors de l'architecture, mais la France est venue aider les Américains pour leur indépendance avec la Grande-Bretagne. Les Américains sont venus nous aider quand l'Allemagne avait conquéré le pays. Donc il y a cette relation d'alliés. La France a une influence sur les États-Unis qui est assez colossale. J'en veux même pour preuve que Washington, le plan urbain a été fait par l'enfant, qui était un architecte français. Il a basé le dessin de Washington, il s'est inspiré des jardins à la française, donc le quadrillage avec les diagonales, etc.
Et ils ont tout un tas de choses qui s'appellent French something, French fries, French dough, French press. Oui, mais est-ce qu'ils savent vraiment d'où ça vient? Ils ont aucune idée. Et ils me demandent, moi, pourquoi on appelle ça comme ça. Et souvent, j'en sais pas beaucoup plus. Bon, alors vous comment vous arrivez à obtenir votre première commande? C'est du contact, c'est de la conversation. C'est des rencontres. Et puis montrer que l'approche de l'architecture en Europe, ou je veux dire en France en particulier, basée sur mon expérience, elle est différente de celle des Américains. On a cet héritage de la culture des beaux-arts dans la formation en architecture et en fait ça se sent dans l'expression des projets beaucoup plus euh, que l'expression des projets je vais pas dire de l'architecte américain moyen, mais c'est beaucoup moins courant. L'approche de mes confrères américains par rapport à la construction et au projet est très pragmatique. C'est énormément lié à la constructibilité, à l'aspect financier est très présent. Les conversations se font où on propose des formes et très rapidement, même les confrères disent ah non non ça on peut pas faire, ça va coûter trop cher. Le promoteur ou le développeur ne va pas accepter à ça. Il y a Nicolas Michelin a juste publié un petit texte en parlant du sucre, cette forme sur lesquelles tout le financement est basé. Et après, les architectes qui sont engagés doivent développer, essayer de faire de l'architecture dans cette enveloppe-là sur laquelle on ne peut pas varier. Et en fait, c'est la même chose aux États-Unis, avec en plus une dimension Le deal peut-être est oui, plus oui, fort. la concurrence est gigantesque. La ville est faite par ces fameux promoteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bailleurs sociaux à Washington et dans les environs, donc tous les logements qui sont construits sur la base de gens qui investissent. Et le problème, c'est ce désir de faire un bénéfice le plus gros possible. Et l'intérêt de l'habitant, à l'échelle de la ville, c'est quelque chose que très peu de personnes défendent en fait. Ouais. Alors, justement, on va en profiter pour poser cette question récurrente dans Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école d'architecture? Alors, à mon entrée à l'école d'architecture, mon rêve c'était d'en sortir avec un diplôme et de construire un bâtiment. Donc ma réponse est oui. Mm. Est-ce que j'avais imaginé construire Outre-l'Atlantique? Pas du tout, donc c'est super. Oui. Mais maintenant, en tant que professionnel installé, je pense que l'histoire commence seulement et j'ai envie de pouvoir en faire beaucoup plus. Alors, dans votre book là, que vous m'avez envoyé, j'ai noté, relevé des projets américains, réhabilitation, notamment la belle réhabilitation d'une église avec un changement d'usage. Vous allez nous en parler, et surtout d'ailleurs dans le format court en anglais. Mhm. Mais peut-être que vous voulez nous raconter l'histoire de vos projets, tout simplement. Je peux faire ça. Donc, je travaille à différentes échelles. Dans mon book, vous avez dû voir, il y a Europan, qui est à l'échelle urbaine. Donc, il y a cette église qui est 8 logements en ce qu'ils appellent co-living. Donc, c'est des appartements qui sont dessinés pour être partagés. C'est proposé qu'un espace de vie qui est supposé être assez confortable. Il y a une grande cuisine avec un grand séjour. Et puis ensuite, vous avez 6 chambres autour de cet espace-là avec chacune sa salle de bain. Et donc, ils essayent de développer ça, que ça soit complètement from the ground, complètement neuf, ou alors quand on est dans la ville comme à Washington, comme je l'ai dit précédemment, les terrains il y a quasiment plus de terrain de vide, donc on réhabilite et on change. L'église était un projet super pour ça. Ça a été un projet. C'est un promoteur qui a Ouais, initié ouais. ce projet. Ouais. Ouais. Et Ce sont des peut-être investisseurs. que votre appartenance française par rapport à l'objet architectural, votre âme française a joué dans, vous pensez, dans le J'aime le choix? penser. Ouais. J'aime le penser. Je suis pas sûr. Pour être tout à fait franc, la conversation sur l'objet final n'était pas la conversation principale. Leur pragmatisme,
leur a complètement sorti il y a une différence entre le résultat final et puis nos conversations, si vous voulez. Ouais. Nos conversations étaient vraiment basées sur combien de chambres on peut faire, La rentabilité du projet. Voilà. Et puis c'est moi de mon côté qui ai insisté pour que les fenêtres soient de dimensions convenables. Il y a des réglementations qui donnent des minimums et on est au-delà du minimum parce que une chambre de 12 mètres carrés, c'est confortable, mais si vous avez une fenêtre de 60 centimètres de large à 1 mètre de haut du sol et qui fait juste 1 mètre 20 de haut, c'est difficile, quoi. Et puis aussi, essayer de rendre hommage à la structure sur laquelle on travaillait, faire juste ces ouvertures ponctuelles comme ça, un peu arbitraires, ça aurait été... Catastrophique. Ouais, ça aurait été dur. Et c'est quelque chose qu'on a dessiné, qu'on leur a montré, on leur a dit, ça marche pas, quoi. Et personne au niveau de la ville ne porte d'avis sur ça. C'est vraiment uniquement... Alors, comment vous êtes arrivé au résultat final? On est passé par la conversation technique. Si vous voulez parler d'ouvrir des nouvelles fenêtres dans un mur en briques ou en pierre existant qu'on veut garder en place, ça sous-entend beaucoup d'interventions techniques. Il faut recréer insérer un linteau en pierre des deux côtés, un linteau en métal, pardon, de part et d'autre du mur. Il y a beaucoup de challenges techniques. Il faut réussir à trouver un moyen de rendre la structure étanche à l'eau. Il y a une vraie crainte de l'infiltration d'eau aux États-Unis. Donc, l'approche était de dire, bah, écoutez, on va simplifier, entre guillemets. On va créer une grande ouverture avec un seul linteau, tout en haut. Et ensuite, pour essayer de répondre à cette demande d'étanchéité, on va venir faire cet encadrement en métal sur lequel va venir s'appuyer le joint et toute la technique de protéger la structure intérieure en bois qui supporte les nouveaux planchers, etc. Donc c'est par la technique qu'on a réussi à les convaincre de faire ça. Et on a l'impression que vous avez glissé une architecture contemporaine dans les murs d'une église. C'est un peu l'impression que votre projet donne. Il fait combien de mètres carrés? Oh, faut que je retrouve, hein. Je peux vous donner en square feet de tête, mais pas les mètres carrés. Il y a aussi Enfin, c'est un gros projet. Ouais, se délocaliser, c'est aussi ça, hein. C'est changer d'unité de mesure, c'est une gymnastique. Oui, oui, oui. Mais Bon. c'est assez conséquent, ouais. Ouais. Alors, vous avez d'autres projets? On a des projets plus petits, donc on vient de finir une maison à Bethesda, donc qui est dans la banlieue de Washington. C'est aussi une réhabilitation. Les clients sont venus nous voir. Ils venaient d'acheter à un prix assez conséquent une parcelle à l'angle de 2 rues en nous disant bon, bah, écoutez, ce voisinage-là nous plaît beaucoup. On y habite déjà, on loue, mais on a besoin de plus d'espace. On vient d'acquérir cette maison, on veut agrandir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était un peu carte blanche et une nouvelle fois l'approche très européenne, sans forcément être direct dans l'explication des volumes, l'approche par le plan, par le pragmatisme de mettre les choses ensemble, d'organiser, de faire des choix et de leur montrer ces choix-là. On a réussi à écrire un peu d'architecture et puis en plus de ça, on a eu une conversation assez enrichissante où l'écriture architecturale du studio est assez contemporaine et c'est pas habituel dans cette région, dans la région de Washington. Et donc, il y a eu pas mal de questions. On a montré des photos d'autres projets, d'autres agences dans les alentours. Ça marchait pas trop pour les convaincre de ce qu'on essayait de faire. Et à cette époque-là, le nouveau musée contemporain dans le Maryland venait d'ouvrir. C'est Glenstone. Et je leur ai dit, bah, écoutez, prenez le temps, allez voir, faites la visite et puis on en parlera après. Et ils sont allés voir, ils sont revenus en me disant, c'est fantastique. La lumière est terrifique. Terrifique? Pardon. et superbe. C'est juste qu'ils m'ont dit terrific, donc c'est resté. Et ils ont du coup, ils nous ont fait plus confiance. Ils ont un peu lâché prise et on a pu leur proposer des choses assez géniales. On a une double hauteur avec 2 murs complètement vitrés qui font face à la lumière du nord, donc
leur salle à manger baigne d'une lumière tamisée où les variations apparaissent au fil de la journée. Il y a une cour centrale où s'organise la cuisine, leur bureau et leur séjour. Et la même chose, c'est planté, ça vit. On voit les saisons qui passent. Et pour moi, c'est ça l'architecture, quoi. C'est les convictions que moi je défends, le rapport à l'extérieur, le rapport à la lumière. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Finalement, vous avez réussi à les faire rentrer dans le projet. Ouais, Vous les avez séduits. je pense. Ouais. Et le deal a été oublié, pour le coup, pas complètement. Oh, il y avait, là, comme on était dans une approche plus personnelle, c'est une famille, le deal ne prend moins de place. Et puis on a réussi, en travaillant avec l'entreprise, à faire que ça rentre dans un prix convenable. Mais le deal est toujours présent maintenant que j'y pense. Il y a toujours cette idée de. C'est un paradoxe fou pour moi. Vous commencez à travailler avec une famille, vous leur demandez le programme, et le programme va être basé sur l'idée de la revente. Ouais. Est-ce que c'est facile à revendre? Ouais. C'est une efficacité redoutable, en fait. Et c'est très déstabilisant au départ, parce qu'on se dit, Ouais. mais attendez, on essaie de se projeter dans une nouvelle structure, vous êtes déjà en train de parler d'en partir, c'est très très étrange. Ouais. Après, cet hyper pragmatisme, cette efficacité, c'est pas forcément négatif. Non, non, Ouais. ils sont très bons pour être des early approver, early trier. Ils essayent très facilement des nouvelles choses. Early adopter, c'est ça que je Ouais, cherchais. très entreprenant. Ouais, ils viennent avec, ah ouais, vous avez vu ce nouveau produit, alors pour mes amis français, il y a pas de cahier technique ici, il n'y a pas de DTU. On peut un peu mettre en place ce qu'on veut, mais on emporte la responsabilité, donc on y réfléchit à deux fois. Je ne vous cache pas que des fois, le DTU me manque presque. Ça justifie des noms aux clients. Non, non, on ne peut pas faire ça, ça marche pas. Bon. Alors, on a compris que vous travaillez avec quelques partenaires. Comment imaginez-vous le monde d'après, à la fois pour vous et dans le contexte, on va dire, planétaire? Dès le premier confinement en France, j'ai, avec ma très faible audience, publié un tout petit texte parce que j'ai des souvenirs de l'école d'archi où on nous dit que le Paris haussmannien, le nouveau plan de Paris était venu parce qu'il y avait des problèmes de salubrité et qu'on a décidé de rendre Paris salubre. La loi sur le logement a changé, il y a des choses qui ont été imposées, qu'on suit toujours. Et j'ai imaginé que avec ce temps étendu où le grand public devrait rester chez soi, il développerait un regard différent et deviendrait peut-être un peu plus exigeant. J'avais souhaité que ce temps où on est à la maison, on regarde l'espace dans lequel on vit différemment et qu'on développe peut-être des envies, qu'on se rende compte de ses défauts et qu'on prête un peu plus attention à cet empêcheur de tourner en rond qu'à l'architecte qui a toujours un avis sur tout différent de la majorité des gens autour. Il s'avère que ça fait 1 an et demi et j'ai pas l'impression que ça ait porté ses fruits, donc j'espère que ça viendra. Oh, il faut le garder dans sa poche et le ressortir un bon moment. Tout vient à point, on dit. Donc là, vous travaillez sur d'autres projets. Vous êtes Oui. ancré pour la vie à Washington? Oui et non. Euh, Washington m'amuse encore beaucoup. Je pense que j'ai pas encore accompli à Washington ce que je voulais faire, mais je ne perds pas de vue la France. Malgré toutes les années, enfin c'est très drôle quand vous expatriez, vous devenez beaucoup plus chauvin et beaucoup plus fier de vos origines que quand vous y êtes. Je suis français plus que jamais, on va dire, et je perds pas espoir de pouvoir pratiquer dans les deux pays. J'ai d'ailleurs, là, il y a quelques semaines, rendu Europan 16. Ah, vous avez Franchement, écouté nos épisodes j'avais sur... écouté l'épisode, oui. Ouais. Mais même avant de l'avoir écouté, pour moi, je savais que j'allais le faire. C'est mon troisième. Vous avez rendu sur quel site? Quimper. J'espère que ça va pas me poser de problème. Ouais. Et là, cette année, j'étais assez content, de façon très égoïste, assez content du turnout, qui était assez faible. Ouais. On avait à peu près la même concurrence quand on a rendu
Tornio et Haparanda, qui étaient 2 villes jumelles sur la frontière finlandaise et suédoise. Et on avait fini 2e, donc j'ai bon espoir. Et vous pensez qu'il y a des fils à tirer entre vos confrères qui exercent en France et les projets à Washington ou aux États-Unis? Parce que peut-être aussi que sur certains qui ont une taille d'agence qui leur permettent de concourir sur des gros projets un peu emblématiques, vous pouvez peut-être jouer un rôle, je sais pas, je lance un appel. Ah bah, je suis très heureux que vous le fassiez. J'hésitais à le faire moi-même. Je peux être boot on the ground pour Ouais. qui le souhaite. Non, je pense qu'il y a des vrais, il y a un échange qui peut être fait parce qu'on peut apprendre les uns des autres. Je pense qu'il y a une approche, il y a une approche constructive, pragmatique ici qui est il y a une efficacité qui est folle. L'usage du BIM, ça a été les Américains ont été l'un des premiers pays à le mettre en place. Aujourd'hui, moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours. On va même plus loin. On utilise la réalité virtuelle maintenant pour montrer les espaces aux clients. Ça marche 10 000 fois mieux que la plus belle des images de synthèse. Les gens se projettent beaucoup plus facilement. Et puis, on n'hésite pas à mélanger les structures. Mm. C'est quelque chose que j'ai appris aussi, à travailler avec tous les matériaux disponibles dans leur essence, dans ce qu'ils savent faire de mieux pour obtenir le résultat qu'on souhaite. C'est quelque chose qui est... J'ai l'impression que mes confrères européens sont un peu plus puristes sur ce niveau-là et quand ils choisissent un matériau, ils s'y attachent beaucoup. Oui. J'ai appris Sachant à lâcher que, prise. sachant que le poteau-poutre, c'est plus le bois qui est rentré dans les Mhm. mœurs, et qu'autrement, on a une culture de la muralité et de l'espace Ouais. géré par le plan, le mur, en fait. Mm. Mm. Euh, Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? J'en ai plein. Le premier, c'est surtout commencer. Aller en première année, vous allez voir, c'est rigolo. Le deuxième, c'est accrochez-vous. Ça va durer un bout de temps. C'est-à-dire que même une fois diplômé, on est toujours un petit peu étudiant, on apprend toujours un peu. Et le troisième, c'est profitez-en et amusez-vous, c'est la partie la plus facile. Ouais. Les contraintes quand on est étudiant sur les projets, elles sont mineures. La preuve, je m'en souviens à peine. Euh, et Oui, c'est ce qu'on a ressenti au début, la boucle est bouclée. c'est ça. Et profitez-en, emmagasinez le plus d'informations possible, voyagez, regardez tout par ce prisme de l'architecture. Vous pouvez regarder tout un tas de choses et apprendre et l'utiliser et le ressortir. Et il y a de fortes chances que ça devienne votre identité en tant qu'architecte derrière. Vous pourriez prendre des architectes, des petits Français en trainee, je crois que c'est comme ça, quoi. C'est exactement ça. Mhm. En Alors stage. Ouais. pour le moment, j'ai pas comment dire. La capacité d'accueil. Exactement. Ouais. J'ai pas suffisamment de projets pour avoir quelqu'un à mes côtés, mais j'ouvrirai volontiers la porte une fois que ça sera possible aux petits Français qui veulent apprendre à se confronter au système impérial. Bon, allez, c'est une porte qui est presque ouverte. Et on vous souhaite plein de projets. Il y a de quoi faire. Là, ça marche bien en ce moment. L'activité, le Covid est passé un peu derrière. Pas Le, encore. le Covid est passé pour nous dans le sens où tout prend beaucoup plus de temps et coûte beaucoup plus cher. Ah, Donc ça a arrêté certains projets très tôt, à la phase d'estimation. Une fois que vous avez fait les premières esquisses, on rencontre les entreprises, on leur demande un peu combien elles pensent que ça va nous coûter et les prix qui sont arrivés étaient un peu fous. Mais la construction s'est jamais arrêtée, mhm. assez bizarrement. C'est juste D'accord. que les prix sont devenus un petit peu fous. Bon, allez, on croise les doigts pour vous. Un mot de la fin? Courage, Allez, on tout va bien se continue. passer. Ouais, Ouais. c'est super, vous allez voir. En tout cas, bravo pour ce changement de territoire, de culture, très audacieux. Donc vraiment un grand bravo. Et à mercredi pour la version courte sur l'un de vos projets en anglais. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.